Donc, nous avons Dr Jean-Philippe Deslauriers, rhumatologue, chef de rhumatologie du réseau de santé Vitalité, chef de médecine interne de la zone 6, représentant des rhumatologues pour les réseaux santé Vitalité et Horizon. Bonjour, Dr Deslauriers. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au balado Alumni. Donc, vous êtes alumni de l'Université de Moncton du diplôme en sciences de la santé. Puis, vous avez également fait votre médecine à l'Université de Sherbrooke au campus de Moncton. Et vous avez fondé une coopérative médicale à Bathurst, ce qui vous a aussi donné le prix Jeune Entrepreneur en 2023 de la Chambre des commerces de Bathurst. Et vous êtes tout récemment récipiendaire du prix Émergence de l'Alumni. Donc, tout d'abord, félicitations pour ce prix. Et surtout aussi papa de jumeaux. Oui, ça, c'est pas mal la plus grosse job de tout, hein? On doit s'entendre. Oui, je suis d'accord. Papa de jumeaux. Donc, qu'avez-vous ressenti en apprenant que vous receviez le prix Émergence? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette reconnaissance-là de l'université? Bien, c'est sûr que c'est tout un honneur de recevoir ça. Puis c'est le fait aussi de le recevoir de l'Université de Moncton, c'est encore plus un honneur parce que j'ai un lien étroit avec l'Université de Moncton. Pour nous, quand ma conjointe et moi, quand on a fini notre secondaire, c'était sûr qu'on allait à l'Université de Moncton. C'était même pas une question qu'on s'est posée. Une université francophone dans notre région, avoir le privilège d'étudier dans sa langue. On a été choyés d'avoir cette opportunité-là. Ça l'a servi de tremplin qui a permis justement les accomplissements que vous avez énumérés. Mm-hmm. Absolument. Puis qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre une carrière en médecine et plus précisément en rhumatologie? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, mon père est chirurgien thoracique. Depuis que j'étais tout jeune, j'idolisais mon papa. Même qu'au secondaire, dans mon cartable de fin d'année, qu'il fallait mentionner c'était quoi nos ambitions futures, j'avais marqué Médecins sans frontières. J'avais marqué que mon idole, c'était mon papa. Oh. J'ai toujours su que je voulais faire la médecine, mais je pensais que je voulais devenir chirurgien thoracique. Mm-hmm. Jusqu'au moment où j'ai fait un stage en chirurgie thoracique à l'externat. Puis ma conjointe, que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas vue, était en stage dans le même milieu de stage. Puis on ne s'est essentiellement pas vu pendant le mois de stage. La chirurgie thoracique, c'est très exigeant, point de vue familial. Fait que rapidement dans mon parcours, j'ai pris la décision de choisir un domaine que j'allais aimer, mais qui allait me permettre de concilier travail-famille. Fait que quand j'étais déjà bien entamé dans mon parcours, que j'ai réalisé que finalement la chirurgie thoracique, c'était pas pour moi, mais j'avais comme un vide, là. Je savais pas dans quoi j'allais m'enligner, mais j'aimais absolument tout de la médecine. Okay. Absolument tout. Fait que je me suis dit, je vais aller médecin de famille, je vais faire ça. Puis là, à fur et à mesure de faire des stages de médecine interne, la médecine interne, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe la cardiologie, la gastroentérologie, l'hématologie, la pneumologie. Fait que c'est vraiment multisystème. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas la médecine interne? Puis quand on rentre on fait notre DSS, notre pré-médecine, on rentre au doctorat en médecine. Puis après ça, on va en spécialité. Puis la médecine interne, c'est un 3 ans de tronc commun. On fait une résidence en médecine interne. Puis après notre 3 ans de médecine interne, là, on peut choisir est-ce qu'on continue un 2 ans additionnel en médecine interne pour devenir interniste ou est-ce qu'on se spécialise gastroentérologue, pneumologue, cardiologue, hématologue, oncologue. Il y en a une panoplie. Fait que quand j'ai choisi la médecine interne, je ne savais pas trop exactement dans quelle sous-spécialité ou sur-spécialité ou peu importe laquelle division de la médecine interne j'allais m'enligner. Fait que j'ai commencé à faire des stages en médecine interne, puis j'ai fait un stage avec Léo Picard à Moncton, qui est un rhumatologue. Puis ça l'a marqué mon cheminement. J'ai vu à quel point il était capable d'aider ses patients. Puis ce que j'ai particulièrement aimé, c'est les suivis longitudinaux. C'est pas toutes les spécialités qu'on a ça. Le fait de pouvoir voir un patient initialement et le suivre au fil des semaines, des mois, et progressivement pouvoir l'aider, le voir s'améliorer, l'accompagner dans les moins bons moments, mais surtout l'accompagner dans les bons moments, quand ça va mieux.
ben ça m'a marqué, ça m'a touché. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé, c'est en rhumatologie que je veux appliquer. Puis avec de l'effort, avec du travail, mais aussi avec un peu de chance, je suis rentré en rhumatologie, puis je ne ferais pas rien d'autre aujourd'hui. Oh, ben c'est super. Puis, quel souvenir gardez-vous de vos années à l'Université de Moncton? Est-ce qu'il y a un cours, une personne ou une expérience marquante qui a influencé votre trajectoire? Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vais commencer par quelque chose que je sais que j'ai le droit de dire. Là. Ma conjointe et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Là. Fait que, c'était quand mes parents ont déménagé du Québec pour Dieppe, là, ma voisine, c'était Rebecca, qui est ma conjointe maintenant. Puis, un peu comme je l'avais dit hier au discours, là, j'ai demandé qu'elle soit ma conjointe à 9 ans. Elle a dit non. À 12 ans, elle a dit non. Puis j'ai dû prendre en maturité parce qu'à 17 ans, elle a dit oui. Puis on était ensemble depuis ce temps-là. Puis au secondaire, comme de fait, on savait qu'on voulait choisir l'Université de Moncton. Puis je vais parler pour ma part, mais je suis quelqu'un de très anxieux. Fait que pour apaiser cette anxiété-là, je vais parler pour moi, je compensais beaucoup en travaillant très, très fort et en étant hyper préparé pour les examens. Fait que je me rappelle du congé de mars où ma conjointe et moi, on était à la bibliothèque jusqu'à la fermeture et le lendemain matin, on attendait dehors en attendant que la bibliothèque elle ouvre. Puis c'était un peu ça notre parcours de DSS. Rapidement, on a décidé ensemble de faire un bris entre ce qui est relation interpersonnelle et ce qui est relation professionnelle. Fait qu'on s'était dit, bon, quand on va aller à l'université, quand on va à la bibliothèque, là, on a des partenaires de travail, on a des partenaires d'études, mais en dehors de ça, on est conjoints. Puis cette décision-là qu'on a prise au tout début, bien, ça nous a suivis même aujourd'hui. On essaye de ne pas amener de travail à la maison, de ne pas exposer nos enfants à la lourde tâche de travail qu'on a. Fait qu'on essaie vraiment de diviser les choses, puis je pense que c'est sain de faire ça. Fait que ça, c'est quelque chose que je sais que je peux vous dire. L'autre chose que je ne suis pas sûr si j'ai le droit de vous dire, mais je vais vous le dire pareil, c'est que ma conjointe est excellente. Elle avait appliqué à la fois en pharmacie et en médecine. Puis elle avait reçu sa lettre d'acceptation en pharmacie et elle devait donner sa réponse avant de savoir si elle était acceptée en médecine. Maintenant, j'assume que ça a changé. Là. Fait que là, on était accepté à Montréal. Fait que, on était dans tout un dilemme, là, parce que si elle acceptait, ben là, ça voulait dire qu'on n'était potentiellement pas ensemble pendant plusieurs années. Mais si elle l'était pour être acceptée en médecine, elle allait choisir la médecine. Là. Fait qu'on est allé voir... on est allé voir quelqu'un, sans le nommer, hein, ça marche. À l'université, puis on a exposé le dilemme, puis ils ont pu déroger des règles, puis ils nous ont dit que les deux, on était acceptés. Fait que ça m'avait touché, puis ça nous a justement amené à où on est aujourd'hui, parce qu'on n'aurait pas eu le même parcours, évidemment, si ma conjointe avait été en pharmacie. Vous avez été capable de vous suivre puis de continuer ce partenariat-là, autant partenaire d'études, mais en hors de... C'est ça, on s'est tout le temps suivis. Oui. On a fait le DSS ensemble, on a fait la médecine Sherbrooke, mais c'est juste à côté, là, campus de Moncton. Puis après ça, quand j'ai fait ma résidence en médecine interne, elle a fait sa résidence en médecine familiale, mais à Sherbrooke avec moi. Puis quand elle a fini sa médecine familiale, moi, il me restait encore 3 années. Fait que pendant 3 ans, moi, j'étais physiquement à Sherbrooke, elle était à Bathurst. Fait que pendant 3 ans, on essayait de se voir au moins aux 2 mois. Là. Fait que ça n'a pas été facile. Oui. C'est beaucoup de voyagements. Le chemin des ressources, c'est pas vargeux. Non, c'est ça. Vous avez toutes connu les nids de poules qu'il y avait là-dedans. Ouais. C'est pas rare que je finissais à Sherbrooke à 6-7 heures le soir. Je rentre dans le temps, j'avais un truck. Là, je rentrais dans le truck. Je suis un peu un redneck. Là, je rentrais dans le truck, partais pour Bathurst, puis à 3-4 heures du matin, trop fatigué, je me rangeais sur le côté. Je faisais une petite sieste de 1 heure et demie pour repartir, pour refaire la même chose le dimanche. Fait que c'est rien de sain, là, mais c'est ce qu'on a
Quand il faut, l'amour était très fort, ça c'est certain. Pour tenir la flamme en vie. Oui. Bien sûr. Avec les deux cocos qui sont là, ça a fonctionné. Puis la rhumatologie, c'est une spécialité complexe, souvent un peu méconnue du grand public. Comment est-ce que vous décririez votre rôle et les défis propres à votre discipline à quelqu'un qui connaît pas c'est quoi la rhumatologie? C'est une très bonne question. C'est quoi la rhumatologie? La rhumatologie, c'est une branche de la médecine qui s'occupe de patients aux prises avec des maladies auto-immunes. Ça veut dire quoi une maladie auto-immune? C'est quand notre propre système immunitaire décide d'aller nous attaquer nous-mêmes. C'est ça une maladie auto-immune. Puis c'est particulièrement des maladies auto-immunes où c'est notre propre système immunitaire qui va attaquer nos articulations. On pense à quoi? On pense aux patients aux prises avec de l'arthrite rhumatoïde, de l'arthrite psoriasique, mais il y a d'autres entités beaucoup plus communes. L'arthrite goutteuse, les gens qui font de la goutte. Il y en a qui, heureusement, sont beaucoup plus rares, mais la sarcoïdose, le lupus, le Sjögren, la sclérodermie. Il y a un rhumatologue du Québec qui me disait que tous les moutons à 5 pattes finissent en rhumatologie. Je ne compare pas mes patients à des moutons à 5 pattes, mais essentiellement, quand les pathologies sont très complexes, auto-immunes, et que d'autres médecins spécialistes parfois trouvent que c'est une présentation bizarre, mais souvent, ils vont aller demander l'avis d'un rhumatologue pour essayer d'éclaircir le tableau. Puis on essaye le plus possible de venir éclaircir le tableau. L'objectif, c'est d'accompagner les patients dans leur maladie, parce que la plupart des maladies auto-immunes, on ne peut pas les guérir, la plupart. Guérison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec nos traitements, la maladie est partie, puis les patients n'ont plus besoin de traitement. Ce qu'on vise à obtenir en rhumatologie, bien souvent, quand on pense particulièrement à l'arthrite rhumatoïde, le lupus, l'arthrite psoriasique, c'est plutôt de la rémission. C'est quoi la distinction? C'est que la rémission, ce qu'on vise, c'est que la maladie fasse de dos, mais sous traitement. Fait que c'est des patients qu'on ne peut pas abandonner, là. On veut le plus rapidement possible que leur condition médicale aille mieux. On veut augmenter leur qualité de vie. Puis une fois qu'on a atteint cet objectif-là, mais on veut maintenir cette qualité de vie-là, cette rémission-là, puis ça implique des suivis. Moi, je suis passionné de rhumatologie. J'en mange de la rhumatologie. Quand j'étais en résidence, j'ai jamais dit ça à mes patrons. Fait que si mes patrons écoutent ça, là, soyez pas, pause, soyez pas fâchés. Là. Quand j'ai quitté Sherbrooke, c'est là que j'ai fait ma formation. Là, c'est à Sherbrooke en rhumatologie. Il y avait au-delà de 4000 consultations en attente. Quand j'ai quitté en 2018, c'est énorme. Et en médecine, comme dans bien des domaines, on est nous-mêmes responsables de notre formation. Okay? Je m'imposais des tâches qui n'étaient pas requises, mais que pour moi, c'était essentiel. Je voulais être le meilleur que je pourrais être. Puis ça, c'est pour le bien de mes patients. Parce que je savais que j'allais aller à Bathurst. Je savais qu'il n'y avait pas de rhumatologue là. Je savais que j'allais ouvrir un nouveau service. Fait que je voulais être le mieux outillé possible pour offrir ça à mes patients. Parce que, à l'époque, ce que je me disais, c'est que mes futurs patients, ils ne méritent rien de moins. Fait que c'était beaucoup de travail en résidence. À chaque semaine, je donnais de la formation aux étudiants plus jeunes, aux externes, aux résidents juniors, aux R4. Une fois par semaine, sur un sujet, je réservais un local. Puis de ma propre vocation, de ma propre passion, j'enseignais sur, OK, aujourd'hui, on va parler, par exemple, des vasculites primaires du système nerveux central. C'est des entités très, très rares, mais que je risque de côtoyer plus tard dans ma carrière. Fait que je me mettais ça comme objectif. Fait que cette semaine, je vais lire sur le sujet, je vais résumer la matière qui est importante,
je vais aussi regarder dans l'entièreté des banques de questions d'externat, des résidents juniors, des résidents seniors, les questions qui sont en lien avec cette entité-là. Il y a aussi des livres, de référence d'exemples de questions. Fait que je ressortais toutes les questions en lien avec le sujet que je choisissais. Et à la fin de la semaine, à la fin de mon étude, à la fin de mes préparations, bien, je préparais un PowerPoint, c'est un keynote, là, pour justement les étudiants plus jeunes. Et aussi, la chose que je ne disais pas à mes patrons, c'est que je révisais l'entièreté des consultes pour essayer de trouver un cas qui se rapportait à ce sujet-là, et je le rajoutais dans mes cliniques de résidents. Fait que mes patrons trouvaient que mes cliniques de résidents étaient particulièrement lourdes, avec des patients souvent très, très complexes, où on était demandé parfois en deuxième, troisième avis. Fait que ça, je leur ai jamais dit, là. Fait que j'ai fait ça pour justement être le mieux outillé possible quand j'allais être moi-même patron. Et le plus grand défi que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas être en mesure de fournir à la demande. En ce moment, moi j'ai commencé en 2018, on est 2025. En ce moment, j'ai 3500 patients actifs. C'est énorme, c'est énorme. Ça, c'est juste vous, là. C'est ça. Ben, c'est moi, oui, mais j'ai une grande équipe votre clinique, je devrais dire. Qui m'accompagne, là, oui. Fait que c'est 3500 patients activement suivis en rhumatologie. C'est beaucoup de patients sous des molécules, des agents biologiques qui requièrent des prises de sang régulièrement, qui requièrent des imageries, des rapports de consultants, des rapports de fonction pulmonaire. On reçoit entre 20 à 25 pouces de paperasse qui m'est adressée par semaine. C'est énorme. Et on reçoit aussi nettement plus de demandes de consultation que ce que je suis capable d'offrir. On peut recevoir 60, 80 demandes de consultation de patients par semaine. Puis c'est des patients de partout dans la province parce que l'accès en rhumatologie est excessivement difficile. J'ai vu récemment une petite fille, une jeune femme là, de 17 ans, c'est fille encore, là, une jeune fille de 17 ans qui venait de Shediac et est venue me voir dans le nord de la province parce que c'est là qui était l'accès. Si je pouvais, je verrais tout le monde. Ben oui. Mais quand même, tout le monde, juste 24 heures dans une journée. Là. C'est ça. Fait qu'avec les obligations de travail, avec les obligations familiales, c'est ça qui est le plus dur. Le plus dur, c'est de ne pas être capable de remplir la demande. Et on fait du recrutement actif plus pour essayer de trouver un deuxième rhumatologue pour venir m'appuyer. Mais d'ici là, c'est ça mon plus grand défi. Il faut quand même que ça vienne avec beaucoup de formation. Là. C'est pas « Ah, toi, c'est un petit intérêt, viens-t'en. » Ça vient avec des années et des années d'études. C'est ça. Mais votre passion est vraiment belle à voir, ça, c'est certain. Vos patients et patientes sont très, très reconnaissants de vous avoir pour tout ça. Puis comment est-ce que votre formation en sciences de la santé à l'Université de Moncton vous a préparé à relever ces défis-là de la médecine spécialisée? Bien, le DSS, c'est un peu une compétition. Veux pas, là, c'est une compétition. Puis, moi, je le voyais pas comme une compétition envers les autres. Je le voyais comme une compétition envers moi-même. Donc, je voulais qu'à pas à chaque jour, mais à chaque mois, à chaque temps de temps, je voulais toujours m'améliorer, toujours performer, toujours maximiser les plans d'études. Et en fait, je me rappelle d'un autre moment en DSS où on était à la bibliothèque, puis on travaillait fort. Puis il y avait Marc-Étienne Parent, à l'époque, qui était aussi en DSS. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un excellent partenaire d'études. Là. C'était ma conjointe. On avait des ambitions communes, des buts communs. Fait qu'on étudiait tout le temps ensemble et on se faisait des plans concrets d'études, comme un travail. C'est-à-dire, OK, ben on va étudier pendant 1h45, 15 minutes de pause, 1h45, puis OK, ben pendant le premier 30 minutes, c'est ce qu'on va étudier.
prochains 30 minutes. Fait qu'on s'assoyait pour faire ce plan d'études-là et on respectait ce plan d'études-là et ça me confortait dans mon anxiété parce que j'avais un plan puis je savais qu'on était capable de respecter ce plan-là puis d'être ultra préparé pour nos examens. Puis après, adviendra ce qu'adviendra. Si tu es ultra préparé, ben, tu n'aurais pas pu faire plus. Là. Okay? Fait on faisait ça. Puis je me rappelle que Marc-Étienne Parent, il y a un moment où il étudiait seul. Puis je suis allé le voir. Je dis, hey, je sais qu'on est dans le même cours. Si tu veux, on peut étudier ensemble. Puis on essayait d'aller chercher. Il y a des livres avec des exemples de questions sur les sujets. Puis ça part de loin, là, ça. Oui. Fait que là, je dis, hey, tu veux-tu venir étudier avec nous? On va pouvoir bien performer ensemble. Puis Marc-Étienne, il est rentré en médecine aussi. On a fait notre résidence en médecine interne ensemble. Et on a fait aussi notre résidence en rhumatologie ensemble. Puis quand j'ai commencé ma pratique en 2018, j'ai ouvert la clinique justement avec un de mes bons chums, là, qui est devenu avec les années Marc-Étienne Parent. Fait qu'on était 2 couples d'amis qui ont ouvert ça, la clinique, moi puis ma conjointe, puis Marc-Étienne et sa conjointe. Fait qu'on a ouvert ça initialement. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, absolument. Je suis un peu tangentiel. C'est vraiment correct, c'est super intéressant. Puis, vous avez déjà accompli beaucoup de choses en début de carrière. De quelle réalisation professionnelle êtes-vous le plus fier jusqu'à présent? C'est la coopérative. De loin, c'est la coopérative. Les médecins ont beaucoup d'obligations professionnelles. Fait que dans la coopérative, il y a 10 médecins de famille. Il y a moi en rhumatologie, on a un pneumologue, on a un néphrologue, on a 3 internistes générales, une qui se spécialise plutôt en hématologie, un en troubles hépatobiliaires, un autre en endocrinologie. Fait qu'on a vraiment une belle complicité ensemble et on se complète bien parce qu'on a chacun nos sphères d'expertise. Et pour les patients, c'est incroyable. Là. Tu t'arrives, puis c'est l'équipe qui est c'est incroyable d'avoir ça. Puis c'est pas rare que je vois un patient. Puis c'est important dans tous les domaines, mais particulièrement en médecine, de reconnaître ses limites, de reconnaître je sais pas tout, de reconnaître il faut que j'aille chercher l'expertise de quelqu'un d'autre. Puis c'est pas rare que je vois un patient et je dis hey, il y a de quoi dans tes poumons? Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Donnez-moi 2 minutes. Je vais aller voir si Dr. Ferguson, qui est notre pneumologue, je vais aller voir si Dr. Ferguson peut nous aider. Fait que là, je vais le voir. Je dis, hey, je suis qu'on regarde des images ensemble. Après ça, on regarde les images. OK. Faut-tu qu'il te voie? Oui, OK. Fait que là, souvent, comme ça, on va s'épauler un l'autre pour le bien de nos patients. Puis, comme je disais, comme médecin, on a beaucoup d'obligations. Fait qu'on ne fait pas tout le temps juste du bureau communautaire. La coopérative, c'est un bureau communautaire. On a les internistes générales, ils font des gardes à l'étage, ils font des gardes de soins intensifs. Notre pneumologue, il va aller faire des bronchoscopies à l'hôpital. Notre néphrologue, il va aller faire justement sur les unités de dialyse. Nos médecins de famille, le système de santé, là, ça tient par les médecins de famille. Tu enlèves les médecins de famille, il n'y a rien qui se passe. Là, okay? Les médecins de famille et les infirmières, là, okay? C'est ça la colle du système de santé. Les médecins de famille, eux autres aussi, ils ont des gardes en intra-hospitalier, fait qu'ils sont souvent à l'extérieur du bureau. Puis, c'est sûr que quand on a du personnel infirmier pour nous appuyer dans notre travail, c'est sûr qu'on est beaucoup plus efficace et qu'on peut offrir une meilleure qualité de soins à nos patients. Ce qui limite l'embauche de personnel de soutien, c'est justement ce fait-là. Le fait qu'on va en vacances, le fait qu'on tombe malade, le fait qu'on a une garde aux soins intensifs, qu'on a une garde à l'étage. Puis là, si tu as du personnel que veux pas, il faut que tu débourses des frais, là, tu dis, j'aurai pas d'infirmière à mon bureau, je vais être un peu moins efficace, mais j'ai pas de choix de faire ça. Tandis qu'avec le groupe qu'on est rendu maintenant, notre personnel administratif est formé pour pouvoir travailler avec plusieurs médecins, puis notre personnel infirmier aussi. Fait que moi, cette semaine, que je suis pas au bureau,
les infirmières, ils vont aller aider d'autres médecins pour leur permettre d'être plus efficaces. Fait que c'était ça la vision de la coopérative. C'était de se dire, on a tous un travail à faire et partageons les ressources. Partageons les ressources humaines qui sont excessivement importantes, mais aussi les ressources matérielles. Ça n'avait pas de sens qu'on ait 4-5 petites cliniques de 2-3 médecins qui payent chacun des loyers commerciaux, l'Internet. On va juste tout être ensemble. On va se faire un contrat de partage de coûts, puis on va rouler ça ensemble. Puis on est tous propriétaires à part égale de cette coopérative-là. Fait que c'est ça. C'est ça ma plus grande fierté. Puis pourquoi je suis fier de ça? C'est parce que je le sais qu'aujourd'hui, je suis capable, et pas seulement moi, mais je le sais qu'aujourd'hui, les gens qu'on soigne, je le sais qu'ils sont capables de recevoir des meilleurs soins qu'avant. Le fait que je sois épaulé par des infirmières dynamiques, des adjointes exceptionnelles, je le sais que aujourd'hui, moi-même, j'offre des meilleurs soins de santé que je le faisais en 2018. Non, puis pas seulement à cause de mon expérience personnelle qui a grandi, mais à cause du support puis de l'appui que j'aurais pas pu avoir si on avait resté. Au début, on était 4 médecins, 2 secrétaires. Ça n'aurait pas été censé d'aller embaucher 3 infirmières pour nous aider parce que la moitié du temps, ils se seraient tourné les pouces parce qu'on aurait été à l'hôpital, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Fait que ça, c'est une grande fierté pour moi. C'est un super beau projet. Quand que tous les humains, on se rassemble, on peut aller beaucoup plus loin. Puis je suis ici aujourd'hui, je n'ai pas fait ça tout seul. Là. On est toute une équipe, puis on a grandi ensemble, puis on s'épanouit là-dedans ensemble. Puis c'est beau à voir. Puis là, on a un mur avec un babillard, avec plein de lettres de merci de nos patients. Fait, comme tout le monde, des fois, on a des journées plus rough, plus dures. Des fois, on a un peu moins de goût. Là. Moi, c'est bien rare. Là. Je me lève le matin et j'ai hâte d'aller aider mes patients. Mais des fois, quand il y a des moments un peu plus rough, on regarde le babillard, on lit les petits mots de merci. Puis, On a aussi un coffre au trésor. Là, je ne sais pas combien de temps que j'ai pour jaser, là, mais on a un coffre au trésor. J'aime beaucoup les enfants. Moi, j'ai des jumeaux de 2 ans, justement. Là. Puis quand je joue avec eux, je ne sais pas qui a plus de fun entre eux autres puis moi. Là. Mais on a un coffre au trésor de pirates dans le bureau. C'est un grand coffre au trésor. Puis les enfants qui viennent au bureau, c'est pas tout le temps le fun d'aller voir le docteur. Non, c'est sûr. C'est des enfants qui sont pas toujours en bonne santé. Hein. Il y a des enfants qui, malheureusement, ont des parcours plus difficiles que d'autres. Fait qu'on essaye que leur expérience soit de mettre un peu de couleur dans leurs expériences. Fait qu'on a justement un gros coffre-fort de pirates. Puis les enfants, quand ils viennent à la clinique, ils peuvent ouvrir le coffre-fort, puis il y a des cocosses là, 1 pièce là, qui peuvent aller se ramasser. Puis le standard aussi de petits popsicles, de petits Mr. Freeze après les vaccins. Puis on est aussi, quand il y a des situations qui vont moins bien, on s'épaule l'un l'autre. Fait que, mettons que moi, une journée, j'ai 2 infirmières avec moi pour m'appuyer dans mon travail. S'il y a dans un autre local un enfant que ça ne va pas bien pour sa vaccination ou autre, puis que moi, je travaille avec une infirmière qui anciennement travaillait en pédiatrie, je vais dire, c'est correct, là, tu peux aller. Vas-y, aide nos collègues, puis tu reviendras quand tu reviendras, puis c'est pas grave. Là. Puis on a tous la même. Puis je ne considère pas que c'est des employés. C'est des partenaires de travail, c'est des collègues de travail. On a tous la même vision, c'est d'offrir la meilleure qualité de soins possible à nos patients. C'est super intéressant de vous entendre parler de cette fierté-là, de cette coopérative-là. Avez-vous un conseil à offrir aux personnes étudiantes en sciences de la santé ou à celles et ceux qui envisagent une carrière en santé? Oui. Suivez vos passions. C'est ça le plus important. Puis la vocation, nos intérêts, ils peuvent changer au long du parcours. Et quand on est passionné de ce qu'on fait, c'est ça le plus important. Je ne me verrais pas me réveiller le matin
puis faire le travail si j'aimais pas ça. Fait que j'ai de mes collègues qui ont persévéré, qui ont appliqué dans un programme de formation. Ils n'ont pas tout de suite été acceptés. Parce que c'est un quand on rentre en médecine, bien souvent, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. On veut faire chirurgien, on veut faire orthopédiste, on veut faire anesthésiste. Puis ça ne marche pas toujours la première fois. Le processus d'attribution des places de résidence, on appelle ça le processus CARMS. Fait que les étudiants qui finissent leur doctorat en médecine, bien, ils vont dire, bien, mon premier choix, ça va être chirurgie Montréal. Mon deuxième choix, ça va être chirurgie à Québec. Troisième choix, ça va être anesthésie, un tel. Et mon conseil pour ceux justement en médecine, c'est oublier le lieu de formation. C'est un mal pour un bien. Si, admettons, vous voulez devenir orthopédiste, appliquez dans les places de résidence partout au Canada en orthopédie. Parce que si vous dites, mon premier choix, c'est l'orthopédie, mon deuxième choix, c'est l'anesthésie, puis là, vous mettez d'autres choix, des choix que vous voulez vraiment pas tant faire que ça, bien, vous risquez d'être malheureux plus tard. Là. Et c'est correct de ne pas rentrer tout de suite. Moi, j'ai de mes collègues qui n'ont pas rentré tout de suite dans leur choix numéro 1, qui ont fait un autre programme de formation et qui ont réappliqué par la suite. Parce qu'on travaille tellement fort, c'est tellement exigeant que si tu n'aimes pas ça, la paye à la fin du mois, c'est pas ça qui va te permettre de continuer. Là, okay? Puis si c'est ça qui te permet de continuer, ça fait de toi pas un bon docteur. Okay? Faut que ça soit l'amour, faut que ça soit l'amour de la médecine, l'amour de vouloir aider tes patients, la passion dans ton domaine. C'est vraiment ça le plus important. Puis ça s'applique pour la médecine, mais ça s'applique aussi pour les sciences infirmières, ça s'applique pour bien d'autres choses dans la vie. On a juste une vie. Il faut faire ce qu'on aime. On consacre tellement de temps au travail que c'est important qu'on fasse ce qu'on aime. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est un peu nous-mêmes responsables de l'ambiance au travail. J'en ai vu beaucoup, moi, des médecins qui n'ont pas d'allure dans ma formation. Okay? Que le médecin, il est là, puis la marde, elle tombe par en bas. J'en ai vu beaucoup, okay, de ça. Puis de mon expérience, ces médecins-là, c'était pas des médecins qui étaient bien heureux dans leur travail. Puis ceux qui les accompagnaient, ben eux autres non plus. Okay? Fait que c'est important d'oublier ces titres et de simplement se rappeler qu'on est tous là avec un objectif commun, c'est d'aider nos patients. Puis, moi, je fais un party chez nous chaque année, party de homard, puis on a de la bière, puis un gros party pour... J'invite tous les membres du bureau. J'invite tous aussi ceux et celles qui m'appuient en rhumatologie pour mes cliniques de Première Nation, mes cliniques à l'hôpital de Bathurst, à l'hôpital de Tracadie. Aussi tout le monde qui m'appuie. Ils ont une bonne bouteille de vin à Noël. Puis il n'y a pas cette dynamique-là de un plus haut que l'autre. Là. On est une équipe, on travaille ensemble. Fait que faites un travail que vous aimez et soyez partie de la solution pour créer une belle atmosphère de travail. Puis ça, c'est important pour vous-même, c'est important pour les autres, mais c'est important pour les patients aussi. Les patients, ils sentent ça. Là. Ils sentent ça quand les gens ont du plaisir au travail. Puis c'est important d'avoir du plaisir au travail parce qu'on vit des choses, on est au quotidien exposé à de la souffrance humaine. Veut pas. Là. Fait que ça peut devenir lourd. Fait que ça aide quand on s'attarde surtout sur les bons moments. Oui. Okay? On s'attarde sur cette madame-là, elle n'est pas bien, on l'a aidée, elle va mieux. Parce que si on fait juste s'attarder à monsieur un tel est décédé de X ou Y complications, ben, ça peut venir lourd sur le moral. C'est important, c'est normal que ça nous affecte. Hein? Oui, c'était quand même des humains. Là. C'est ça. Ouais. Je
pas si ça répond à la question. Absolument, Oui, ça répond à la question. Suivre ses passions, être là pour ses passions. Ça me dit très longuement. Je m'excuse. Oh, c'est vraiment correct. Quels sont vos projets ou aspirations pour les prochaines années, tant sur le plan professionnel ou personnel? J'ai toujours 20-25 millions de projets qui s'en viennent en même temps. Je ne veux pas annoncer ça publiquement. C'est vraiment correct. Parce On va rester à l'affût. parce que le financement n'est pas sécurisé. OK? Ce que je veux dire, par contre, c'est que pour moi, ça fait beaucoup plus de sens qu'un médecin et son équipe se déplacent dans une région pour offrir des soins. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens que je me déplace en région plus éloignée, par exemple une fois par mois, et que je vois mes patients connus de cette région-là pour leur offrir des soins dans leur région. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens, ça, que 40, 50 patients. Souvent, c'est des personnes plus âgées qui ont parfois plus la capacité de conduire. Souvent, les rendez-vous sont l'hiver, quand il y a des tempêtes. C'est pas rare que c'est des enfants qui doivent manquer du travail pour aller accompagner leurs parents ou leurs grands-parents à leur rendez-vous médical. Pour moi, ça fait beaucoup plus de sens que moi, je fasse 1 heure de voiture ou 1 heure et demie de voiture. Puis je regroupe, parce qu'à 3500 patients, je peux regrouper des patients, dire que je vais être là 1 fois par mois, puis j'irai vous voir proche de chez vous, dans une clinique proche de chez vous. J'offrirai les soins proche de chez vous. Ça fait bien plus d'allure que moi, je me déplace pendant 1 heure ou 1 heure et demie que 40 patients, plus leurs accompagneurs, se perdent une journée pour venir me voir. Fait que ça, j'ai espoir que l'année prochaine, je peux s'ouvrir 2 nouvelles cliniques dans 2 zones délocalisées, puis offrir des soins localement. J'ai espoir de ça. Je ne veux pas annoncer ça va être quelle région. Par contre, ce que je peux annoncer, c'est que il y a un nouveau service de rhumatologie sur place qui va débuter prochainement à la Première Nation de Papineau. Puis ça va avoir lieu mardi de la semaine prochaine. Fait que ça, je suis vraiment excité de ça. Puis en plus, pendant cette semaine-là, j'ai un étudiant en médecine qui va être avec moi, qui va m'accompagner pendant la semaine. Fait que pour moi, je considère que cette exposition-là à l'ouverture d'un nouveau service dans une communauté éloignée, pour moi, c'est important qu'il soit exposé à ça, puis qu'il voit aussi un nouveau modèle pour fournir des soins de santé. Quand j'ai commencé, je peux jaser un peu, oui, OK. Quand j'ai commencé ma pratique en 2018, il n'y en avait pas de rhumatologue dans le nord de la province. Malheureusement, j'ai vu quand même pas pire de catastrophe. OK? Je veux pas... oui, quand tu rentres dans quelque chose qu'il n'y a pas, c'est normal qu'il va y avoir des abcès. J'ai vu des patients que ça faisait longtemps qu'ils étaient symptomatiques, puis qu'il n'y avait pas de diagnostic, ou qu'il n'y avait pas de prise en charge appropriée de leurs conditions. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de catastrophes. Puis heureusement, et puis, je vais vous donner une idée, là, quand on a ouvert la clinique, la première journée, on a reçu 600 demandes de consultation. La première journée? On avait annoncé qu'on s'en venait. Il y avait eu des annonces à la radio, il y avait eu des publications, il y avait eu des communiqués de presse, mais c'était... Je me rappelle, quand je rentrais à l'externat, j'ai reçu ma première pagette. J'avais une grande fierté. Mais là, l'arrêt plus. Là, quand ça sonnait la première fois, j'étais fier d'avoir cette responsabilité-là. Puis là, justement, quand tu es en train de répondre à la première pagette, puis tu en as 4 autres qui ont sonné, puis tu te dis, Colin, ça va-tu arrêter? C'est un peu la même chose quand on a plugué notre fax, là, quand on a ouvert, puis là, qu'on a mis un premier paquet de feuilles. Puis après ça, un deuxième paquet de feuilles. Rapidement, on s'est dit, Colin, OK, on y va. Ça va être toute une aventure. Ça va être une aventure. Fait qu'on a fait beaucoup. Pas juste moi puis le docteur Parent au début, parce que première année, on était ensemble. Puis là, pour des raisons familiales, il est allé à Moncton, là.
Puis c'est encore un très bon ami. Là. Le fait avec les années, ben, on en voyait de moins en moins des catastrophes. Puis les patients qu'on voyait, ben, ça faisait quelques semaines ou quelques mois qu'ils avaient des symptômes. On les attrapait relativement rapidement, puis on évitait du dommage articulaire irréversible. Là. Parce que quand ça fait longtemps que ça dure, ben, le dommage articulaire, il est là, puis on ne peut pas revenir en arrière. Puis là, au fil des ans, ben, les cas que je voyais un peu échappés, les cas que je voyais où justement les symptômes étaient là pendant longtemps, ben, bien souvent, c'était des patients qui venaient de Premières Nations. D'où l'idée d'ouvrir ce service-là. Puis moi, en médecine, il y a 2 mots que j'aime beaucoup, c'est projet pilote. À peu près tout ce que je fais, c'est des projets pilotes. OK? Puis je suis privilégié de travailler dans le réseau de santé vitalité parce qu'ils sont très ouverts à justement ces projets pilotes-là. Puis le raisonnement, c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va aider les soins aux patients? Puis si la réponse est oui, bien, la prochaine question qui se pose, c'est comment on peut mettre ce projet-là à exécution. Okay? Fait que les cliniques de Première Nation, ça, à ma connaissance, certainement pas en rhumatologie, là, ça ne se faisait pas dans la province, mais c'est des cliniques où je suis allé chercher du financement pour un poste à salaire. Fait que je vais une fois par mois à Hill River Burn, puis à partir de mardi, je vais aller aussi à la Première Nation de Papineau, puis c'est des cliniques ouvertes. L'objectif, c'était d'améliorer l'accessibilité des soins, puis d'enlever le plus de barrières possible. C'était vraiment ça l'objectif. Puis quand je vais là, je suis à salaire, donc je suis là de 9 à 4 ou de 9 à 3. Puis l'objectif, c'est de reconnaître le plus de patients possible, le plus tôt possible, qui sont aux prises avec des conditions auto-immunes pour leur expliquer leur maladie, puis leur expliquer les options de traitement qui s'offrent à eux. Puis c'est ça mon rôle. Oui. C'est seulement ça mon rôle, mais c'est primordial de l'identifier rapidement. Puis ces cliniques-là, c'est des cliniques où il n'y a pas de nécessité d'avoir une référence. Bien souvent, quand on va voir un spécialiste, c'est parce qu'on a vu un médecin de famille avant, on a fait des tests avant, on a eu un suivi par la suite avec le médecin de famille, il y a eu une révision des tests qui sont faits. Après ça, ça n'explique pas tous vos symptômes, il va falloir vous référer en spécialité. Le spécialiste qui est à 1h30 de char. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes nécessaires. Puis ces étapes-là, plus que tu es dans des communautés, je veux pas un peu isolées, plus que l'accès est difficile. Fait que ces cliniques-là, ça aussi, c'était une grande fierté. Là. Ces cliniques-là, ça permet justement, essentiellement, sans barrière, d'aller offrir des soins des soins spécialisés dans ces communautés. Fait que les patients, s'ils veulent être évalués en rhumatologie, ils appellent leur propre centre de santé qui sont dans leur communauté. Ils parlent à du personnel infirmier qu'ils connaissent. Puis ils leur disent, j'aimerais ça voir Dr. Deslauriers. Je pense que je fais de la retraite, j'aimerais ça qu'il m'évalue. Puis après ça, le centre de santé eux-mêmes vont dire, OK, Dr. Deslauriers va être là le 15 du mois, ou peu importe. Fait que viens à 9h, puis il va t'évaluer. Fait que c'est ça le processus. Il n'y a pas de faut que tu ailles voir un médecin de famille qui va te donner un rendez-vous. Parce que tout le monde est débordé dans peut-être 2 mois ou 3 mois. C'est de l'accessibilité. C'est ça. C'est super. Fait que d'avoir été appuyé, tout le monde, il y a le ministre de la Santé qui a appuyé le projet-là, il y a la Société médicale du Nouveau-Brunswick qui a appuyé ça, il y a le réseau de santé vitalité qui a appuyé ça, il y a la directrice de Medicare qui a appuyé ça. Fait que tout le monde s'est mis ensemble pour mener à bien ce projet-là. C'est un succès resplendissant. Là. L'impact qu'on a eu pour bon nombre de patients, c'est incroyable. Là. Puis moi, j'en revenais pas que ces patients-là, certains de ces patients-là, étaient aux prises avec des maladies depuis tellement longtemps,
que je ne les avais pas encore vus. Je suis en pratique depuis 2018, puis je voyais des cas, quand j'ai ouvert le service récemment, là, en 2025, je voyais des cas, je me dis, ça se peut pas qu'on n'a pas pu aider plus tôt ce patient-là. Vous faites une différence concrète, c'est vraiment incroyable. Mais encore une fois, oui, mais c'est pas juste moi. C'est toute une équipe qui m'accompagne, c'est toute une équipe qui m'entoure. Il y a des infirmières, des infirmiers excellents, dévoués, des adjointes dévouées aussi. On le sent que les gens veulent aider, veulent faire une différence. C'est toute une équipe. Ouais, c'est le fun. Super. Puis pour terminer cette super belle conversation, avez-vous un conseil pour nos futurs alumni, toutes disciplines confondues? Oui. C'est qu'on est privilégié. On veut pas, on est privilégié. On est privilégié juste d'être au Canada. On est privilégié. On est pour plusieurs privilégiés d'être assez en santé pour poursuivre des études postsecondaires. Le succès, c'est quoi? Le succès, c'est pas des titres, c'est pas des lettres avant son nom ou après son nom. C'est pas être chef de ci ou chef de ça. Ça, c'est des accomplissements. Okay? Le succès, c'est quoi? C'est d'avoir un impact positif dans la communauté. C'est ça du succès. Et il faut aspirer à avoir du succès. Il faut aspirer à avoir un impact positif sur notre communauté et sur les gens qui nous entourent. Il y a une phrase là, qui me tient à cœur, c'est qu'une marée qui monte fait monter tous les bateaux en même temps. Fait qu'il faut se monter nous-mêmes en montant ceux qui sont autour de nous. C'est pas en rabaissant les autres qu'on va se monter. Fait que c'est ça. Visez l'excellence, visez le succès, aidez ceux autour de vous. Ayez un impact positif dans votre communauté. Puis ça, c'est vrai pour tous les domaines. Merci pour votre travail, pour votre temps. C'est très inspirant. On va continuer de suivre votre parcours. Merci, Dr. Delaney. Un plaisir. Une production de Podcast NB.